Bonjour tout le monde, nous sommes en conférence avec Michel Fellous qui nous parle du cimetière de Borgel à Tunis. Bonjour Michel. Michel, tu as le son coupé. Voilà, et je vais commencer à partager. Voilà. Donc normalement, vous devriez voir l'image. Est-ce que vous voyez l'image Non, du... non, ça c'est la fin. Voilà, Voilà, c'est bien. voilà. Alors, première image. Donc, c'est pour vous introduire comme au voyage, à la visite du cimetière. On fait comme si on était en vrai. Alors, tu peux mettre déjà la deuxième image, s'il te plaît. Voilà, voilà, juste celle-là. Alors, écoutez, moi, ce que je voudrais vous dire, d'abord, c'est ce cimetière, il est, comme je disais au départ, à la fois personnel et collectif. Mais je dois vous dire que, comme la plupart d'entre nous, nous ne connaissions pas le cimetière du Borgel parce qu'enfant, on n'y allait pas. Moi, je me souviens très bien de ma mère qui s'habillait tous les Shabbats, toutes les veilles de fête, et elle allait voir ses morts. Et pour moi, c'est comme si elle nous quittait pour un grand voyage. Et en fait, on y rentrait donc assez tardivement. Quand on est retourné, je dirais non, nous et on à chaque fois, parce que ça a été vraiment une aventure collective, cette redécouverte du cimetière et le travail qu'on a fait. Donc, quand on est allé, on a redécouvert donc ce lieu mystérieux où se rendait notre mère et où nous avions un frère enterré et bien sûr bien d'autres personnes de la famille. Alors, ce cimetière, donc, quand vous avez une vue aérienne comme ça, c'est un très grand terrain qui se trouve aux portes de Tunis. Avant, il était assez loin, mais l'urbanisation faisant, il est maintenant aux portes de Tunis. C'est ce qui fait d'ailleurs que certains sont inquiets de son devenir parce que, vu les problèmes d'urbanisme là-bas, mais enfin bon, il est là. Et c'est un très grand terrain de 13,5 hectares. Et pour vous le situer, il jouxte le cimetière chrétien. Alors, vous voyez, le cimetière juif appartient à la communauté, ça je le redirai sans cesse, alors que le cimetière chrétien, c'est l'ambassade de France qui s'en occupe, vous voyez, d'où lui est en parfait état. Alors, à travers cette image, déjà, vous voyez un ensemble de tombes. On y trouve 20, alors c'est difficile d'avoir le nombre exact, mais 20 à 30 000 tombes, je dirais, de tombes plates qui se trouvent à l'entrée donc du cimetière. On voit déjà. Certaines hautes, on les aperçoit aussi, et peu de monuments, hormis 4 monuments aux morts que j'évoquerai également. Alors, quand on est retourné, on l'a trouvé, comme ça vient d'être dit, dans un état de dégradation effroyable. Effroyable, et ça nous a bouleversés. Et nous sommes revenus. Alors, troisième diapo, Loïka, s'il te plaît. Voilà, nous voilà revenus pour nettoyer. Nous étions une équipe plurielle et je dois le dire tout de suite, c'était une équipe multiple, c'est-à-dire que nous étions nous et quelques amis, donc juifs d'origine tunisienne, mais il y avait avec nous des Tunisiens, et ça je tiens à le préciser, dès le départ. Nous nous sommes associés, il faut dire, avec un professeur de l'université qui est un historien spécialiste des minorités, qui s'appelle Habib Kasdagli, et qui cherche vraiment, contrairement à ce qui a été raconté longtemps à l'indépendance, la Tunisie a toujours été plurielle. Alors, la communauté juive était la plus importante comme minorité, mais il y en avait bien d'autres. Et cet historien, donc Habib Kasdagli, amène ses étudiants au cimetière du Borgel, contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure. Et il y a beaucoup de travaux qui sont en cours de membres de son équipe sur notre cimetière.
Alors, nous avons donc travaillé avec plusieurs de ces étudiants et nous voilà, vous voyez, avec nos bidons, nos pelles, nos balais, comme des travailleurs, et on a fait ça à plusieurs reprises. Et on a débroussaillé aussi, enfin non, c'est pas nous, on a payé une entreprise pour ça, parce que c'était une jungle aussi, ce cimetière. Alors, on va... quatrième diapo, s'il te plaît, Loïka. Alors, passons maintenant à l'exposé de lui-même sur le cimetière. Alors là, vous avez là le cimetière à l'origine. Alors, on voit très, très bien, là, malheureusement, je ne peux pas montrer, moi, les tombes plates, donc, qui sont donc toutes la plupart à l'entrée. Et tu peux mettre l'autre diapositive aussi. Alors, il y avait un ancien cimetière, comme vous le savez tous, en tout cas au moins les Tunisois. Il y avait un autre cimetière qui se trouvait au centre de Tunis, l'avenue de Londres, le cimetière de l'avenue de Londres, mais qui était plein et qui a été déménagé dans le nouveau cimetière, donc qui a été créé en 1890. Et d'ailleurs, depuis en 1958, et pour la grande tristesse de beaucoup de Tunisois, ce cimetière, l'ancien donc cimetière, est devenu un jardin public. Et là encore, moi j'ai un souvenir de ma mère qui nous interdisait d'aller marcher dans ce jardin parce qu'elle avait conscience, oui, parce qu'elle avait conscience que je suis sûre que ce que je dis, ça évoque chose à tous les gens originaires de Tunis. On n'y allait pas parce qu'on savait que bon, la plupart des tombes ont été transportées au Borgel, mais il en restait pas mal. Et alors là, il y a bon. Donc, et ce que je dois vous dire aussi, c'est que maintenant, on y transporte aussi au cimetière du Borgel des tombes d'autres cimetières juifs de Tunisie qui sont aussi totalement à l'abandon, ou comme le cimetière de Gabès et celui de Zarzis. Alors, voilà, on vient de voir les deux premières photos que l'on a, enfin parmi les premières photos que l'on a du cimetière. Alors, vous voyez, moi je les trouve passionnantes parce qu'elles vous disent, elles vous parlent de ces tombes plates sur lesquelles je vais revenir beaucoup, mais aussi elles vous disent ce qu'était l'apparence des Juifs à la fin du 19e siècle, puisque cette photo a dû être prise 1890, 1900, enfin au début du 20e siècle. Les hommes quasiment en costume très proche de celui des Arabes, et les femmes qui portaient, vous voyez, ces espèces de vêtements avec un cône comme ça et un voile dont elles s'entouraient. Alors, en principe, les hommes venaient de leur côté, les femmes des leurs, et d'ailleurs, c'était un lieu de rencontre pour les femmes. Elles y passaient la journée souvent, et comme ça, elles bavardaient entre elles. Alors là, la photo 7, s'il te plaît, Loïka. Bon, ça c'est l'arrivée des femmes, vous voyez, comme je vous disais, au cimetière. La suivante. Voilà. Là, vous avez un plan du cimetière. Ah, on ne voit pas le début, là. Il faudrait qu'on voit... Bon, écoutez, je vais vous expliquer. Alors, entre l'entrée du cimetière se trouve entre le carré Borgel et le carré Haddad. Et vous avez une grande allée qui mène à un petit local où on interpose des choses. Mais ce qu'il y a déjà, ce que je peux vous signaler tout de suite, et qui déjà, on entre dans l'histoire, il y a une deuxième entrée qui est au niveau du carré Boukhara. Vous voyez une espèce de porte, là, vous devinez. Ça, c'était l'entrée des Juifs italiens, des Grana. Donc, vous aviez deux entrées, une entre le Borgel et Haddad réservée aux Juifs Twensa,
donc juifs arabes, judéo-arabes, et Boukhara pour les Grana. Et en fait, vous voyez, alors quelqu'un a parlé du mur tout à l'heure, le mur est là, et on va le voir après. Mais en fait, ces deux juifs, Grana, ces deux communautés, Grana et Twensa, ne pouvaient se rencontrer qu'au niveau d'ici, là je monte entre le carré Chai Tayeb, c'est le carré des rabbins. Alors, deux mots déjà, l'arrivée des Juifs arabes remonte à la nuit des temps, puisqu'on parle, enfin, ils sont venus au fur et à mesure des exils et de l'histoire des pays d'où ils venaient, tandis que les Juifs italiens, les Grada, sont venus en deux fois, une fois au XVIIIe siècle et la deuxième fois, plus importante, au XIXe siècle. Au début, ils vivaient plus ou moins dans les mêmes lieux que les Juifs arabes, mais après, au XIXe siècle, là, ils vivaient carrément dans des lieux séparés. Ils ne communiquaient pas du tout. On va revenir là-dessus. Donc déjà, vous voyez, le peu que je vous ai dit, on est déjà rentré dans l'histoire rien qu'à regarder le plan. Alors, et c'est pour ça que on aime à dire que le cimetière est un miroir de la communauté, de son histoire. Moi, je vais même jusqu'à dire, il se lit comme un livre. Alors, passons maintenant aux tombes. Voilà, ça c'est le mur qui sépare les deux cimetières. Je ne sais pas s'il a été reconstruit. En tout cas, moi, je l'ai vu assez dégradé. La dernière fois, on est allé, mais enfin, il est toujours là et sa symbolique est toujours là. Alors, passons aux tombes. La cliché suivant. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, on trouve des tombes plates qui se trouvent surtout à l'entrée. Et à l'entrée, elles sont d'un côté et de l'autre de l'entrée. Les hommes à droite, c'est le carré Borgel, et les hommes à gauche, le carré Haddad, si vous gardez un peu en souvenir le plan que je vous ai présenté. Les tombes hautes, elles, sont plus tardives, et en fait, elles ont été construites plus tardivement et selon le modèle occidental européen. Donc, vous voyez déjà l'histoire qui marque la forme même des tombes. Et là, alors les tombes sont simples en général, mais des fois on y trouve comme ça, comme vous voyez là, ici, un banc ou un petit jardinet. Et vous les verrez quand vous allez rentrer au cimetière, dans l'allée principale, déjà, on voit ces tombes-là. Alors, il y a quelques tombes monumentales. Tu peux parler le cliché suivant. Voilà. Alors, il y a quelques tombes monumentales. Non, avant, voilà, on reste là. Il y a la tombe sur laquelle je vais revenir un peu plus tard, de la chanteuse Habiba Msika. On en parlera plus tard. Mais il y a cette tombe que vous allez voir dès l'entrée, qui est la tombe d'un boulanger. Et donc, vous voyez, symboliquement, l'importance de ce boulanger. Pourquoi? Parce qu'il fabriquait les galettes de Pessah. Et je pense que tous les Tunisois qui sont là gardent encore au goût la texture et le goût de ces grandes galettes qui n'avaient rien à voir avec les galettes qu'on trouve maintenant. Moi, j'ai eu du mal à m'habituer aux galettes fines que l'on voit maintenant parce que nous, nos galettes, elles étaient grandes, elles étaient épaisses, elles étaient dures, elles étaient croquantes. Et voilà. Et donc, c'est la famille Baranès qui a droit à cette tombe monumentale. Et comme je vous dis, il y en a très peu dans le cimetière. Le cliché suivant. Alors, autre type de tombe qu'on trouve, en plus des tombes donc de personnes décédées, il y a des tombes pour les Guénizas. Vous voyez, ce sont des gargoulettes dans lesquelles, alors tu peux mettre le cliché suivant,
on trouve des objets sacrés, des téphilim, des livres, des objets religieux, qui sont donc enterrés à l'image même de personnes vivantes. Bon, passons maintenant aux tombes. On va revenir à l'esthétique des tombes qui nous ont tellement impressionnés quand on les a nettoyées, quand on les a découvertes, parce que tout ça, comme je vous disais, était recouvert de toutes sortes de détritus, de poussière, de saleté, enfin tout ce qu'on veut. Et c'était un éblouissement en les trouvant. Donc, en les trouvant. Alors, voilà, je vais prendre quelques tombes et vous les commenter pour vous voyez la beauté de ces tombes. Alors, je dois vous dire que ce travail, on l'a fait donc en équipe, et la personne qui nous a le plus aidé à décrypter enfin, les tombes, au moins les décorations, c'est un Français, le professeur Pascal Julien, qui est professeur d'esthétique et d'histoire de l'art à Bordeaux, qui a été absolument époustouflé de la beauté de ce qu'il découvrait. Vous voyez la richesse qu'on y trouve et toute la symbolique. Alors, toutes ces décorations, en fait, ce sont ce sont des symboles, mais codifiés. On trouve, vous voyez, la branche brisée, c'est bien sûr la vie brisée, l'oiseau qui emmène une fleur, une feuille au paradis, enfin au paradis, non, la notion de paradis n'est pas adaptée ici, mais qui emmène l'âme du défunt, de la défunte. On trouve des feuillages et on trouve surtout ces coupelles. Alors ces coupelles sont très intéressantes parce qu'elles sont magnifiques. C'est une forme de coquillage. Alors on ne sait pas très bien l'origine de cette forme. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'elles sont là, l'eau s'y dépose, l'eau de pluie. Alors certains disent que les oiseaux viennent y boire, mais ce qui est très frappant, c'est qu'on les trouve aussi sur des tombes musulmanes. Est-ce que tu peux mettre le cliché suivant et on va revenir. Voici une tombe musulmane où on voit également des coupelles. Tout ça pour vous dire dès maintenant comment il y a beaucoup de symboles qu'on pense être des symboles totalement juifs, mais qui en fait, qu'on retrouve dans d'autres cultures, comme par exemple, on peut prendre le cliché suivant aussi, s'il te plaît. Voilà, vous trouverez ce symbole d'une colonne brisée sur des tombes chrétiennes. Moi, j'en ai vu, je ne sais pas si quand vous avez fait le voyage au Maroc, vous êtes allé au cimetière du Maroc, à Marrakech. Moi, j'étais à Marrakech et j'étais effarée de voir cette colonne brisée sur la tombe. Comment s'appelle ce couturier? J'ai oublié son nom, qui avait une très belle maison, qui a été la maison Dior, qui a. Bon, enfin. Oui, Majorelle. Oui, c'est ça. Yves Saint-Laurent. Yves Saint-Laurent. Non, mais il a hérité c'était Le jardin Majorelle. C'est le cimetière Margerelle, oui. Et sur sa tombe, il y a cette colonne brisée. Donc, vous voyez comment les symboles, il y en a qui nous sont propres, mais d'autres qui circulent, quoi. Bon, revenons à la tombe de Rosina Tibi, pardon. Je pense que c'est la suivante. Voilà, Rosina Tibi. Alors, on s'est beaucoup attaché à l'épitaphe elle-même. Ce sont des alexandrins. La particularité, c'est que chaque première lettre retrace, dit le nom, c'est ce qu'on appelle un acrostiche, disent le nom de la personne. On y voit le nom et le prénom et la date de mort en français.
La dernière lettre, elle, finit toujours par un même son. Vous voyez, on peut voir, vous devinez, vous voyez la même lettre, c'est-à-dire, c'est comme scander, vous voyez, ce sont des alexandrins, quand on les dit, on les scande d'une certaine manière, il y a un rythme. À la fin, vous avez ces 5 lettres. J'ai oublié de dire, excusez-moi. Dans le texte, en fait, c'est du judéo-arabe, mais en lettres hébraïques. Tandis que vous avez ces 5 lettres sous le texte de l'épitaphe elle-même, Tav, Nun, Sadeh, Beit et Eja, qui dit la formule hébraïque que vous trouvez dans toutes les tombes, que son âme soit à jamais liée à la chaîne de la vie. Alors, dans le texte lui-même, que nous avons étudié, mais je dois vous dire qu'il y a une autre personne très, très érudite qui les a étudiés aussi, c'est Sonia Fellous, qui est retournée et qui a fait un travail sur ces épitaphes. Bon, nous avons décrypté, nous avons travaillé, vous serez étonnés, avec une jeune femme musulmane, Sonia Ben Hadj Brahim, qui parle l'hébreu, qui parle l'arabe, et qui a analysé avec nous et pour nous le texte des épitaphes. Donc, vous voyez, contrairement à ce qu'on peut s'imaginer, il n'y a pas que les Juifs qui s'intéressent au cimetière. Alors, la personne, elle parle à la première personne, au présent, elle indique son âge, si elle est mariée ou pas. Il y a des images codifiées qui reviennent, comme la branche que j'étais, le vent tempétueux l'a brisée, les larmes coulent comme des fleuves, mes yeux s'obscurcissent. En fait, ce sont des textes extrêmement poétiques. Et ce qui est très, très touchant, vous le verrez quand on verra des tombes rédigées en français, et vous allez le voir vous-même quand vous irez au cimetière, qui s'adressent aux passants, comme si leur murmurait à l'oreille. Je voudrais vous lire un texte d'une de ces tombes. Je vous lirai 2 ou 3 textes, ou au moins une partie. Voilà, Rosina Tibi, ce qu'elle dit. « Je demande aux passants de ne pas marcher sur ma tombe, sans attention. Une lune parfaite devenue cachée. Les médecins se sont épuisés sans trouver de remède ni guérison. Elle n'a pas assisté à la bar mitzvah de son fils aîné, elle est partie trop vite. Sa mère et ses sœurs pleurent et leurs larmes coulent à flot. Son nom est Sultana Orifa Rogina Labelle. Elle a reçu le nom de Tibi. Elle nous a abandonnés le mois de 1534. Elle s'est rendue chez le Créateur et habitera à paradis. Que son âme soit à jamais reliée au chemin de la vie, à la chaîne de la vie. » Donc, vous voyez, ce sont des épitaphes qui parlent de la personne, qui racontent sa maladie, sa mort, qui vous parle d'elle. C'est comme une lettre qui nous est adressée et qu'on lit. Et qu'on lit, je trouve, chacun personnellement. On va prendre l'autre tombe, la suivante, Gamara Cohen. Tu passes. Voilà. Alors celle-là, je vous l'ai mise parce qu'elle est magnifique, elle est encore plus belle que l'autre, je dirais, si on peut faire des comparaisons. Vous voyez toute la décoration qu'il y a autour. Moi, je trouve que c'est magnifique, je ne peux pas dire autre chose. Et alors, elle, Gamara Cohen, raconte l'histoire de sa maladie et de sa mort. Et la particularité de cette tombe, c'est que c'est une mère qui est enterrée avec son enfant qui vient de naître. Je vous lis aussi un peu le texte. Gamara Cohen Boulakia. Les cris ont grandi et les pleurs aussi à en perdre le souffle. Les entrailles se retournent pour la perte d'une chair. Oh, alors, il y a des lettres qui manquent. Hein. Le jour où elle sentit les douleurs de l'enfantement et pensait se reposer, ses proches ont accouru chercher la sage-femme et le cœur plein d'espoir, les médecins voulurent la sauver en sacrifiant l'enfant. Quand ils eurent la vie à quitter la mère et l'enfant, la mère si agréable à ses doux poussins
son âme a été enlevée, son âme soudain a quitté son corps et s'est enfuie. Et ça continue, ça continue. Quand vint sa mère de loin, elle n'était plus là, car elle reposait déjà sous terre. L'enfant fut enterré sur son corps, sur son cœur, et agrandit la tristesse et les soupirs. Bon, et ça continue comme ça. Ouais, c'est une très longue épitaphe. Donc, vous voyez, ça vous raconte ce qu'a vécu cette femme. Alors, il y a plusieurs tombes comme ça. Bon, c'était une époque où il y avait une grande mortalité infantile, une grande mortalité des femmes au moment de l'accouchement. Moi, j'ai été frappée. Je ris parce que c'est à la fois magnifique et tragique. Il y a des femmes qui insultent, qui maudissent leur gynécologue de ne pas leur avoir permis de vivre. La tombe suivante, alors, on la voit presque pas, mais moi, je dois vous dire qu'elle m'a bouleversée. C'est l'histoire d'un soldat qui écrit à ses parents. Alors, vous voyez, elle est comme une lettre. En bas, vous avez cette main qui écrit, et la symbolique, les symboles qu'on a parlé avant. Cet homme, sa tombe, c'est une lettre envoyée à ses parents. Je vais vous lire un peu ce qu'il écrit, parce que... Alors, Félix Sadani Félix Nizar, ancien combattant, 10 ans de service militaire, médaille coloniale, Algérie, Sahara, Maroc, décédé à Paris le 27 mars, c'est écrit en français celle-là, décédé à Paris le 27 mars 1926, mort à l'hôpital Tenon, samedi 27 mars 1926. Très chers parents, j'ai beaucoup souffert, chaque nuit ma couche est baignée de larmes, mon lit arrosé de mes pleurs, loin de vous en présence de mon frère, j'ai rendu mon âme, Sadax, Sadani Félix. Je sais que rien au monde ne pourra vous consoler, mais peut-on vivre et puis la suite, la fin est effacée. Je ne sais pas, elle me touche beaucoup. Alors, je vous ai mis à côté, tu peux mettre la suite, cette tombe que vous allez voir dès votre entrée sur votre gauche, parce qu'elle aussi, elle me bouleverse. Alors, vous voyez qu'elle est totalement écrite en français. Et déjà, j'attire votre attention sur les différentes langues employées. Vous avez vu qu'il y a de l'hébreu, enfin, il y a du judéo-arabe en caractère hébraïque, il y a un mélange des deux, il y a des textes entièrement en français. Alors celle-ci, je la trouve, bon, vous allez m'entendre souvent dire c'est bouleversant, mais c'est parce que je l'ai été, quoi. Alors, et celle-là aussi, je vous la lis. Si mon lit nuptial en poussière est changé, si des cailloux remplacent les fleurs d'oranger, sur mon front alourdi, sur mon œil qui sommeille, ne pleurez pas, passant, ne, ne pleurez pas, amis. L'avenir dans la vie est souvent compromis. Ici, le rêve est doux et la paix éternelle. Et je ne sais pas, mais moi, je reçois ça en plein. Et vous verrez, elle sera sur votre gauche. J'arrive pas à fermer. Ah. On passe à la suivante. Alors, bon, là, je vous ai parlé de symboles collectifs, mais il y a des symboles personnels sur les tombes. Alors, tu peux montrer les deux clichés suivants aussi. Voilà, vous avez un vélo. Ici, vous avez une voiture. Et encore la suivante, vous avez un symbole de la franc-maçonnerie. Alors, quand on s'interroge sur ces symboles, bon, on peut dire que les premiers montraient peut-être la façon dont la personne est décédée, ça pouvait être sa profession. Et là, il y en a une, on voit un fusil, alors on ne sait pas s'il était chasseur ou s'il est mort d'un coup de fusil. Non, 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 on reste à celle-là encore. Et là, vous voyez, c'est visiblement la tombe d'un franc-maçon. Et c'était surtout les Granats, qui étaient les Juifs italiens, qui étaient francs-maçons. Il y avait peu de juifs arabes qui étaient francs-maçons. Si l'on passe donc là, voilà,
Alors, les Juifs italiens, j'ai pas pris de photos de tombes de Granat qui se trouvent donc de l'autre côté du mur, mais ce sont des formules beaucoup plus stéréotypées. Et déjà sur un mode. Moi, j'ai fait un tour par curiosité dans le cimetière chrétien, et justement, j'ai trouvé très stéréotypées les phrases qu'il y avait dessus. Et ben, je trouve que les phrases qu'il y a sur les cimetières, sur les tombes des Gradats, sont beaucoup plus stéréotypées que ces tombes personnelles ces tombes judéo-arabes que je vous ai lues. Alors ça, c'est parmi c'est une tombe qu'on appelle une tombe haute. Alors, Dr Sialom était un médecin extrêmement réputé. Et vous voyez comment là, on a le temps aidant, on a quasiment plus rien. C'est-à-dire que moi, je me plais à dire que les tombes deviennent silencieuses. Autant elles nous parlent quand ce sont des épitaphes, des tombes plates, autant au fur et à mesure de l'occidentalisation, les tombes deviennent silencieuses, les morts se taisent. Et la tombe du docteur Sialom, qui est une tombe haute, donc, en est un prototype. Vous voyez déjà, rien qu'à parler de la forme des tombes, de la langue, des écritures, des décorations, on voit, je vous parle d'histoire en même temps. Et en ce sens, on peut dire en effet que le cimetière est un miroir d'une évolution de ce que fut l'histoire de cette communauté, en tout cas 19e, fin 19e, 20e siècle. Et on voit déjà comment ce qu'on appelait l'émancipation suit le modèle français. Là, ça pourrait être une tombe complètement française que vous pourriez trouver ici. L'occidentalisation efface au fur et à mesure où le projet d'émancipation, d'occidentalisation se traduit sur les tombes elles-mêmes. Alors, on passe maintenant aux tombes que j'ai appelées les tombes emblématiques. Alors, on a vu le commun des mortels, là, si on peut dire. Alors, au milieu, je ne sais pas si vous vous souvenez le plan que je vous ai montré, je vous ai dit qu'il y avait un carré, qui était donc carré des rabbins, et c'était là le seul endroit où les juifs italiens, les Granats, et les juifs arabes, les Twensa, pouvaient se rencontrer. Il y a une porte, et les deux, comme ça, ont accès au carré des rabbins. Alors, pourquoi on l'appelle carré des rabbins? Parce que c'est là qu'ils sont enterrés. Je pense qu'on a perdu Michel. Attends, juste un instant, je vais appeler Michel par téléphone. Je ne sais pas si elle a remarqué qu'elle n'est plus. Voilà, donc je suis désolée à nouveau pour ce souci technique. Michel va se reconnecter tout de suite et on pourra reprendre la conférence. Donc, on attend juste qu'elle revienne. D'ailleurs, pour ceux qui sont là, j'ai vu que parmi les participants, il y a plusieurs personnes qui étaient avec nous au Maroc. Et donc, vous vous rappelez sans doute des mausolées des tzadikim que nous avons pu visiter au Maroc également. Donc, c'est peut-être une question qu'on pourra poser à Michel, les liens donc, entre les mausolées des tzadikim et ces mausolées en Tunisie. Donc,
bon, espérons que... En attendant qu'elle se connecte, peut-être Janine Benassaya, est-ce que tu voudrais apporter quelque chose à cette conférence, vu que tu nous as aidé à préparer le voyage que nous proposons en mois de mai. Donc, tu es dans le vif du sujet, qui est ton pays de toute façon. Janine Oui, oui. Je ne peux pas rajouter grand-chose sur le cimetière du Borgel que Michel connaît bien mieux que moi. Donc, j'attends que Michel continue. Ok, mais sur Tunis en général, donc sur le monde des vivants. Sur le monde des vivants. Sur Tunis en général, je pense que, comme disait Michel, le cimetière est quelque chose qui restera, que la communauté et les gens doivent entretenir, qu'elle nous a bien montré que c'était riche de l'histoire du pays, que nous allons retrouver en parcourant la Tunisie quand on y sera. Elle a bien fait la différence entre les juifs tunisiens et les juifs les Tunisiens qui viennent d'Italie. Nous ferons cette visite comme nous ferons la visite de la grande synagogue de Tunis, comme nous ferons la visite de la synagogue de la Goulette qui est toujours active parce que c'est un endroit où il y a énormément, tout est relatif, où il y a des juifs et qui tournent régulièrement toutes les semaines. Voilà ce que je peux rajouter puisque nous parlons de ça. Ok, très bien, merci. On a aussi parmi nous Dina Landier qui vient de publier un livre. Dina, j'aimerais beaucoup saisir cette occasion pour que tu puisses nous parler de ton livre. Merci. Alors, c'est ce livre-là. Et ce livre, je vais le commenter à un Zoom d'Adat Shalom dimanche matin de 10h à midi. Vous m'avez entendu? Je ne sais pas si je mets mon micro. Comment on fait? Oui, on t'a très bien entendu. Voilà. Donc, voilà. Michel a toujours des problèmes techniques, donc on va lui donner encore quelques minutes. Oui, je pense. Oui. Dina, est-ce que tu aimerais est-ce que tu étais originaire de Tunis? Alors, je suis née en Tunisie, bien sûr. Je suis née en Tunisie et j'ai quitté la Tunisie en septembre 1964. Voilà. Je serais heureuse que certains parmi vous, les Tunisiens, assistent à mon Zoom de dimanche matin pour m'apporter leurs commentaires et même la contradiction, parce que moi, je n'ai pas écrit un livre sur la Tunisie. J'ai voulu écrire une autofiction et donc j'ai romancé mes souvenirs. Et le titre du livre, s'il vous plaît. Dina, je l'ai trouvé, Dina, ton livre. Ah, tu l'as trouvé. Qui parle? Voilà. Je vais le commencer. Ah, c'est Nelly. Mais oui, c'est Nelly, bien sûr. Ça va? Eh bien, ça va, oui, ça va. Donc, je serai en Zoom, en principe, je ne sais plus quelle heure. À quelle heure? C'est de 10h à midi. D'accord. Oui, c'est ce que m'a dit Tony. Voilà. Et quelle date? Très bien. Et ce dimanche 2 avril, le lendemain du 1er avril, mais c'est le 2 avril. Voilà, c'est dimanche matin. Le titre du livre? Métamorphose d'une illusion. C'est un peu un titre énigmatique. D'accord. Mais c'est peut-être pour que vous interrogiez sur ce livre. Et ça, c'est le sens caché de mon livre. Chaque fois, à un moment donné, Oui. Non, vas-y.
Voilà. Donc, c'est l'histoire, mon héroïne qui n'est pas moi, mais qui est un peu moi. Le livre commence, elle se trouve en Auvergne, dans le Cantal, et elle est à la recherche de ses racines paternelles. Et là, elle reçoit la visite du facteur qui vient lui apporter un livre, et ce livre lui raconte l'histoire de sa vie, et c'est elle qui l'aurait écrit. Alors, c'est un petit peu mystérieux, voilà, parce qu'il y aura deux histoires qui vont se mêler. L'histoire qu'elle lit, qui est sa propre histoire, et l'histoire qu'elle vit. En fait, Véronique, qui est mon héroïne, a une double origine. Son père est d'origine auvergnate et sa mère est juive tunisienne de la Hara. Alors, pourquoi j'ai voulu ça? Écoutez, je vous dirai tout dimanche, mais peut-être que j'ai voulu aussi forcer le trait et rendre mon héroïne encore plus vivant encore plus douloureusement ses identités. Parce que nous, juifs d'Afrique du Nord et juifs tunisiens, en fait, on se sentait complètement français. On était de faux français, malheureusement. On était des Tunisiens parce que c'était notre pays, et les grands-parents de mon héroïne, de mon histoire, ne comprendront pas pourquoi finalement ils vont être rejetés de leur propre pays, parce que la Tunisie, c'était notre pays depuis plus de 2000 ans, mais nous étions devenus des petits Français de culture française. Je crois que Nelly, qui est à côté de moi, là, elle ne peut pas le démentir. En fait, nous vivions en Tunisie comme des petits Français. Moi, de ma génération, maintenant, cela change entre, je pense, des différents milieux et en fonction de l'assimilation et de l'émancipation que nous avons vécue. Voilà. Mais je pense que c'est notre génération qui a vécu ça, parce que ce n'était pas celle de nos parents. Mes parents, malheureusement, ne savaient pas parler arabe, ce qui n'était pas très malin. Et peut-être qu'ils étaient déjà un peu émancipés, je ne sais pas. Quand on pense que quand la France est arrivée, tous les Juifs ont voulu se cultiver, ont voulu faire des études ou bien des professions libérales, mais en tout cas, ont voulu quitter la Hara. Et bon, pour ceux qui habitaient la Hara… Dina, excuse-moi, il y avait l'Alliance française quand même. Il y avait l'Alliance française qui est venue 2 ans avant le traité du Bardo. Voilà. Et dans ces 2 ans, les Juifs se sont précipités pour devenir des et Français, pour étudier, pour étudier. Et là, voilà. Et peut-être ça nous a acculturés. Tout à l'heure, j'ai un petit peu sursauté quand on a dit que nous sommes des Juifs arabes. Je ne pense pas que nous soyons des Juifs arabes. Nous sommes des Juifs de culture. Dina, je pense que c'est une erreur monumentale que de parler de Juifs arabes. Nous étions des Juifs tunisiens, en opposition aux Grana, qui sont des Juifs d'origine livournaise. Absolument, tu as raison, Monique. Redresser un petit peu. C'est Monique. Et je vous invite à écouter l'émission que j'ai consacrée à Dina Landier, que vous retrouverez sur YouTube en attendant de la découvrir dimanche. Et Monique, est-ce que vous pouvez nous mettre sur la discussion le lien pour cette conférence? C'est pas une conférence, c'est une émission. Je suis journaliste de radio. Oui, mais est-ce que l'émission a été enregistrée? Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, si vous voulez bien partager le lien avec nous. Yoka, vous vous rappelez que je vous ai fait passer il y a 18 ans quand vous avez démarré Valisquet? Oui, je me souviens bien, un peu, oui, mais je me souviens d'être passée à la radio à Paris. Ça fait longtemps. Ah, Michel, je pense qu'elle réapparaît. Ah. Je voudrais rajouter une chose sur les Juifs arabes. J'ai cherché et malheureusement, il y a une définition du juif arabe qui correspond à nous. Elle ne me convient pas du tout, mais elle apparaît comme ça dans la littérature.
Peut-être. Dans la langue, c'est la le langue. judéo-arabe. Non, mais je le sais. Je sais que quand, pour moi, je ne pouvais pas concevoir qu'on puisse nous appeler les Twensek des Juifs arabes. Mais malheureusement, en cherchant, je suis tombée là-dessus et ça existe. C'est une erreur. Cette définition. C'est pas bon. OK. Alors, un grand merci à Dina Landier et à tous de vos interventions. Heureusement, on retrouve Michel. S'il vous plaît. Au bout d'un moment, je n'ai plus de lumière sur moi. Fais à nouveau vos micros. Tout le monde. Moi, je peux poser des questions. Oui. J'ai désactivé le son, ça, c'est pareil. Non, écoute-moi. Je n'écoute pas. Dis-moi où. OK, très bien. Alors, nous sommes à nouveau en compagnie de Michel, à qui, Michel, je te vois, mais je ne t'entends pas. Alors, voilà. Michel, est-ce que tu veux bien… Ah, là, je pense que tu vas parler. Non, on ne t'entend pas. Et là? Ah, maintenant, oui. Parfait. Très bien. Alors, je vais Désolée. Il n'y a pas de problème. Très bien. Alors, nous étions là. Très bien. On reprend. Donc, je vous suis avec mon portable là. Hein. Bon, écoutez, c'est moins confortable, mais c'est pas grave. OK. Alors, on est sur la tombe de Haït Tayeb. Oui. Alors, donc dans le carré des rabbins, je vous avais expliqué ce carré donc qui est commun au Grana et au Twensa, je peux pas dire au centre, mais enfin entre les deux, au niveau du mur, quoi. Donc où chacun peut y aller. Et c'est dans ce carré qu'ont donc été transportées la plupart des tombes des rabbins qui venaient du cimetière précédent, du cimetière de la ville de Londres, dont le rabbin Haït Tayeb Lomet. Alors, pourquoi Lomet? Lomet, ça veut dire, en arabe en tout cas, il n'est pas mort. Le rabbin Haït Tayeb qui n'est pas mort. C'était le nom qu'on lui attribuait. Il y a toute une légende. Enfin, c'était un personnage donc du XVIIIe siècle, né en 1743. Et on a dit Haït Tayeb Lomet parce que alors on est dans la légende, mais la légende dit que le graveur qui a gravé sa tombe a eu un rêve la nuit où il gravait sa tombe, où il a eu une apparition du rabbin Haït Tayeb qui lui a dit mais non, je ne suis pas mort. Du coup, on l'a appelé oui, pardon, c'est de l'hébreu, mais oui, vous avez raison, j'ai eu un doute. C'était un rabbin donc très érudit qui avait un don de voyance, une passion pour la Kabbale. Il étudiait énormément et la légende raconte que lui c'était un fils unique qui vivait avec sa mère et il étudiait seul le Talmud comme la Kabbale. Il rédigeait des notes sur un petit bout de papier. Et un jour, paraît-il, sa mère voulut mettre de l'ordre dans ses papiers, elle les brûla tout simplement. Et il fut tellement affecté qu'il devint addict à la boukha, qui est la boisson nationale tunisienne, juive tunisienne. Et vous voyez sur l'image des bouteilles de boukha, parce que les pèlerins qui viennent là arrose régulièrement sa tombe de boukha. Donc vous en avez deux là, et puis les mains, c'est les mains de ma sœur là, qui est sur sa tombe. Et alors il y a d'autres, il y a juste un mot encore sur les rabbins parce que c'est important, et je vous renvoie d'ailleurs à l'étude qui est parue sur les rabbins au cimetière du Borgel, qui a été publiée, donc, comme le dit la bibliographie que vous avez reçue dans la revue du Cercle de généalogie, écrite par mon frère, sa femme et puis un collègue, Roland Fellous. On s'appelle tous Fellous.
Et on en dénombre 120 rabbins au Borgel. Un certain nombre donc, sont dans le carré, mais les autres sont dispersés dans le reste du cimetière. Alors, encore un mot sur la tombe Rai Tayeb, c'est que il y a un culte. Alors, certains parlent de culte de saint, puisque c'est assez récent. En tout cas, il y a des pèlerinages qui se font, 2 essentiellement, en décembre et en mai, autour de la tombe de Rai Tayeb. En mai, parce qu'il y a le pèlerinage de la Griba, vous irez sûrement dans l'île de Djerba, où il y a une très ancienne synagogue qui est là, et puis vous ferez la connaissance des Juifs de Djerba qui se veulent à part des autres Juifs tunisiens. Ils prétendent descendre de la destruction du premier temple, en 587, donc, alors que les autres, ça serait plus tard, le deuxième temple, enfin, ou les descendants du deuxième temple. Et donc, il y a un pèlerinage fin mai et décembre autour de la tombe de Rai Tayeb. Alors, on passe maintenant à d'autres personnages du cimetière du Borgel. Je suis obligée d'être synthétique, je dis des types, si vous voulez. Alors, je parlerai de ce que l'on nomme des politiques. Là, vous avez la tombe du caïd Samama. Le caïd Samama, qui fut caïd des Israélites au 19e siècle, 1859. Caïd, ça veut dire chef laïque de la communauté juive de Tunis, et c'était lui qui était chargé par le bey de récolter l'impôt de la capitation, qu'on appelait la djizya. C'était un impôt auquel étaient soumis les juifs comme dhimmi. Le caïd Samama, en fait, c'est une dynastie, parce que tous les membres de sa famille avaient cette fonction. Vous voyez déjà comment les beys utilisaient certains personnages de la communauté juive à leur service aussi, je dirais. En tout cas, ils étaient entre les deux. On va passer le cliché suivant. Alors là, on passe complètement à autre chose, le général Valenzi. Encore une fois, ce sont des types qui vous donnent une idée, enfin, je les ai choisis de façon à ce qu'ils vous donnent une idée de comment était organisée la communauté. Alors là, vous avez le général Valenzi. Vous voyez, on passe complètement à autre chose. Mais j'ai trouvé que c'était un personnage important, intéressant en tout cas, parce que lui aussi, il était intermédiaire. Alors, c'était un juif. Je dois vous dire que c'est l'arrière-grand-oncle de ma propre mère, qui était une grana, alors que mon père était un Twensa, comme le dit mon nom. Et vous voyez, c'est donc un militaire. Il pose là d'une façon très, très officielle. En fait, il était diplomate de carrière. Il fut interprète du bey, chef du protocole et de la chancellerie tunisienne. Et il reçut les plus hauts grades de dignité tunisienne. Mais il travaillait également pour la France parce qu'il fut nommé colonel général de la brigade et de division, et il avait même reçu la croix de la Légion d'honneur. Donc, vous voyez, il peut se permettre d'avoir une telle posture. Mais c'est intéressant de voir comment des Juifs avaient des positions, encore une fois, intermédiaires entre les deux communautés. On passe à un autre profil. Alors là, on saute d'un siècle quasiment. C'est Mardochée Smadja. Pourquoi je l'ai choisi? J'ai choisi de vous le montrer parce que lui, Mardochée Smadja, était un journaliste militant pour l'adhésion au modèle européen. Il dirigeait le journal qui s'appelait La Justice, qui était la bannière de ces juifs qui voulaient que la communauté juive s'occidentalise et opte pour le modèle européen. Et en cela, il s'opposait à ce qu'on appelait les traditionalistes,
qui était représenté essentiellement par les rabbins et par les communautés qui l'entouraient, parce que les traditionnalistes voulaient préserver leur rôle, leurs institutions, le tribunal rabbinique, le statut personnel des Juifs tunisiens. Et donc, il y avait comme une tension, enfin, et quasiment un conflit entre ces deux choix possibles à l'arrivée des Européens. Les assimilationnistes, on les appelait, en parlant de Smadja, voulaient une extension des Juifs qui puissent être jugés selon la justice française, qu'il estimait plus juste que la justice tunisienne. Il voulait un plus large accès à la naturalisation française. Smadja n'eut pas gain de cause pendant sa vie, mais je dirais qu'il ouvrit la voie à ce courant pro-occidentalisation qui s'est surtout manifesté dans l'entre-deux-guerres. Attendez, on reste encore un petit peu sur Smadja, parce qu'il y a un portrait de sa fille à côté. Moi, j'ai tenu à le mettre parce que sa fille fut la première avocate de Tunisie et sa petite fille fut une écrivaine que vous connaissez peut-être, la romancière Annie Goldman, qui a écrit un livre qui s'appelle « Les filles de Mardochée ». Bon, on passe ensuite à Albert Bessis. Alors, c'est encore un autre profil. Albert Bessis, lui, alors vous voyez sa tombe, donc il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a même pas, s'il y a quand même que son âme, la formule que son âme soit reliée à la chaîne des vivants, mais il n'y a rien d'autre. Pourtant, ce fut un personnage assez important. C'était un homme politique, en 85 et mort en 72. Alors lui, il milita pour l'autonomie interne de la Tunisie, c'est-à-dire il était du côté des indépendantistes, donc de Bourguiba. D'ailleurs, il fut ministre de Bourguiba et jusqu'au bout de sa vie, en 72, il nourrissait l'idée que les Juifs auraient dû ou devraient faire partie de rester en Tunisie. Et d'ailleurs, c'était ce que promettait Bourguiba, puisque Bourguiba, quand il a mené le pays en 1956 à l'indépendance, voulait que la Tunisie soit le pays de tous ses citoyens, y compris les Juifs. Et puis les choses, au fur et à mesure, ont fait que les Juifs sont partis en plusieurs vagues, comme vous le savez, au fur et à mesure d'événements à l'indépendance, mais aussi au fur et à mesure d'événements qui se passaient, qui leur faisaient peur et qui pensaient qu'il valait mieux qu'ils partent. Ça, c'est l'histoire politique, mais on est forcément dedans. On est forcément dedans. Donc, on passe ensuite aux artistes. Donc, on a vu les hommes politiques, maintenant les artistes. Alors, nous voilà avec Habiba Bsika, qui fut, on passe son portrait. Son portrait est très intéressant, le cliché suivant. Voilà, c'est Habiba Bsika, qui a un visage, moi je trouve, rien que de la regarder, on voit, enfin, on a tous les paradoxes de l'époque, c'est-à-dire qu'elle a une coiffe comme l'avait Josephine Baker, vous voyez, cette espèce de toque avec des perles, mais en même temps, Habiba Bsika chantait en arabe, en judéo-arabe, et on peut peut-être faire entendre un petit peu de sa chanson, dites de ses chansons. Oui. Tu l'as? Je l'ai. Un petit peu pour rendre plus vivant encore sa vie. Voilà, on va voir si vous entendez. Quelques...
compris. On arrête le cas. On arrête. On arrête le cas. Le cas, arrête. Arrête, ça suffit. OK. Voilà. Bon, vous avez compris. Alors, vous voyez que, alors, je parle de paradoxe parce que elle était habillée comme Joséphine Baker et elle chantait des chants en arabe. D'ailleurs, elle interpréta des pièces en arabe, des pièces d'auteurs français et anglais, puisqu'elle était comédienne aussi, mais elle interprétait aussi des chants patriotiques tunisiens. Alors, c'était un personnage, on peut dire que c'était une star, une des premières stars de l'époque. Elle avait une réputation sulfureuse. Elle était entourée d'une cour d'admirateurs bruyants et de soupirants nocturnes. Elle était comme un monstre sacré. Et tout ça finirait mal puisqu'elle mourut brûlée vive par un de ses amants jaloux. Voilà. Et droit à voilà sa tombe. Vous voyez, alors la tombe qui ressemble étrangement, si vous allez au Père-Lachaise, vous verrez que sa tombe ressemble à celle de Sarah Bernard, rien de moins. Alors, elle eut des funérailles quasi nationales où y assistèrent et le bey de Tunis et le résident général de France, puisque la Tunisie était un protectorat. Il y a aussi, vous connaissez le chanteur, mais comme Loïka vous a mis un peu de ses chansons dans l'annonce de la réunion, elle frite et chez qu'elle frite, mais bon, on se contente pour le moment du personnage de Habiba Bsika. Alors là, vous avez, pour vous surprendre, Abraham Wolinski et la tombe suivante, s'il te plaît, Loïka. On y est. La tombe suivante, Georges Wolinski, voilà, qui ne sont autres que le père et le grand-père, non, le père et le grand-père de Georges Wolinski, qui eut malheureusement un destin tragique, Georges Wolinski, puisqu'il était dessinateur au journal Charlie Hebdo, et il fut assassiné. Il était rédacteur en chef, du journal Charlie Hebdo, et il fut assassiné le 7 janvier 2015 lors des attentats que vous savez. Mais ce qui est très paradoxal, c'est que son propre père fut aussi assassiné par un de ses, mais c'est une autre histoire, il tenait une boulangerie. Il avait une boulangerie à Tunis. Et d'ailleurs, Wolinski racontait qu'il aimait bien retourner à Tunis manger des gâteaux dans la boulangerie Reste, paraît-il. Voilà. Bon. Écoutez, voilà, j'ai voulu vous mettre ça comme dernière image pour faire écho à ce que quelqu'un a dit avant qu'on commence la rencontre. Voilà le cimetière aujourd'hui. Voilà pourquoi nous sommes retournés. Voilà, nous on a passé beaucoup, on fait ce qu'on peut, mais c'est démesuré. Et il y a des projets actuellement. Toujours avec cette équipe dont je vous ai parlé du professeur Kasdagli, qui considère lui aussi qui tient à faire connaître ce que fut la présence des Juifs en Tunisie, qui fait des réunions, qui emmène ses étudiants au cimetière du Borgel, et qui essaie avec nous de restaurer ce qu'on peut restaurer encore du cimetière. Il faut vous dire qu'on est très actifs pour ça, contrairement à ce qu'a dit quelqu'un au début. Et on décroche des fonds, là, on a décroché des fonds justement pour restaurer ce qu'on peut restaurer et faire en sorte qu'il y ait une partie au moins qu'on puisse continuer à venir voir la vulnérabilité. Voilà, écoutez, j'ai dit l'essentiel. Peut-être que maintenant on peut. Je voudrais quand même, attendre, avant qu'on passe à la discussion, vous mettre la dernière image, Loïka, s'il te plaît. Oui. Parce que ici. Juste un instant. Qui sont les gardiens du cimetière qui sont incontournables. Oui. Voilà. Attends, juste une seconde, je le trouve. C'est la dernière image.
Je l'ai rajouté parce que je ne savais pas à quel moment vous en parlez, mais bon, si tu... Partager, non, j'arrive. Voilà. On y est. Voilà. Ah oui, alors vous avez en plus voilà, le cliché d'une des tombes. Enfin, vous voyez l'état, enfin, pour vous confirmer ce que je vous disais. Voilà, voilà ce qu'on a trouvé. Et alors voilà. Et pour finir, des personnages incontournables que vous ne rencontrerez dès que vous arrivez, c'est Enda et son père qui est aujourd'hui décédé, que nous avons très bien connu. Et vous verrez qu'il y a un grand figuier à côté de leur maison, où son père était tout le temps assis là, à la fraîcheur. Et Enda est la personne qui connaît le mieux le cimetière au monde. Vous pouvez lui demander n'importe quelle tombe, elle vous dira tout de suite où elle se trouve et elle vous y emmènera. Donc, elle est incontournable et très précieuse. Et vous voyez, c'est une famille musulmane, tunisienne, qui connaît le cimetière mieux que personne. Voilà, on peut maintenant discuter. Je voulais rajouter que tu as, à la fac de lettres de Tunis, tu as énormément de thèses de jeunes qui sont faites sur les Juifs de Tunisie. Absolument. Et tout ça sous la direction de Habib Kazdagli. Exactement. Avec qui nous sommes étroitement associés. Nous travaillons depuis le départ. Et lui, si vous voulez, comment vous dire, lui, il tient à faire comment dire, à faire entendre une autre histoire de la Tunisie que celle qui s'est racontée et écrite à l'indépendance dans l'élan de nationalisme qu'il y avait. Mais ça, vous savez, c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les indépendances. Il y a un mouvement national comme ça qui se crée, qui veut faire entendre une histoire comme si la Tunisie avait été musulmane de toujours, ça vaut pour l'Algérie, ça vaut pour tout le monde, vous voyez. Et lui, Kazdagli, au contraire, veut faire connaître la richesse pluriculturelle qu'il y avait en Tunisie, et il travaille autant sur la minorité juive, qui était de loin la plus importante, mais aussi les Maltais, les Siciliens, toutes les Russes qui étaient là. Et on travaille main dans la main avec lui, quoi. Et ces étudiants qui nous ont aidés, encore une fois, qui nous aident à... Et comme tu dis, Janine, il y a beaucoup de thèses autour de notre cimetière, parce qu'ils considèrent que ça fait partie de l'histoire de la Tunisie. Ben oui. Ben oui. Un grand merci, Michel, pour cette conférence passionnante et très pleine de sensibilité aussi. J'ai été émue de t'entendre parce que tu as rendu vivant cette histoire qui est magnifique, qui n'est pas la mienne et peut-être pas celle d'autres personnes parmi nous, parmi les participants. Et pourtant, voilà, les images, les sons, les histoires, les anecdotes. Les saveurs aussi, la galette, j'y tiens, puisqu'on va bientôt être dans Pessah. Et moi, je n'ai jamais pu m'habituer au goût des galettes françaises. C'est quoi la différence? Quelle est la différence par rapport à vos galettes? Elles sont énormes et très épaisses. Elles sont grandes. C'est des cercles qui font 30 cm de diamètre et qui sont très, très épaisses. D'accord. Et c'est très dur. Elles sont c'est très dur, c'est immangeable. Ça marchait que dans le msoki, trempé dedans. On les mange dans le msoki. Voilà. Moïka, tu me donnes envie d'aller vous rejoindre. Ça ne sera pas cette année, mais l'année prochaine. C'est pas le même msoki, hein, avec les sans nos galettes. Exactement. Très bien. Est-ce qu'il y a des personnes qui auraient des questions? Moi. J'ai entendu moi. Nelly. Alors, je vais enlever. Nelly. C'est très sombre. Oui, j'arrive pas à faire plus. Je voulais savoir, Michel, merci beaucoup. En tous les cas, je sens qu'on va être très, très ému en y allant. Ça fait 5 ans que je n'ai pas mis les pieds, j'ai pas remis les pieds en Tunisie. Je voulais simplement savoir, est-ce qu'il y a une allée de ceux qui sont morts lors du bombardement voilà. Oui, alors, écoute, je pensais que je n'aurais pas le temps de vous en parler, mais il y a beaucoup de choses dont je ne vous ai pas parlé.
Évidemment, la question de la mort, oui, il y a tout à fait. C'est encore un autre exposé, si vous voulez, la guerre. La guerre, les épidémies aussi, par exemple. Vous verrez, toutes les premières tombes sont tous des jeunes. Mais en fait, c'était la tuberculose qui décimait la jeunesse. Vous voyez, c'est ça. Et la guerre, bien sûr, en particulier les bombardements. Le bombardement allié du 2 mars 1943. Voilà. Il y a un monument aux morts, non? Il me semble. Oui, il y a un monument aux morts, mais il y a surtout toute la famille, il y a un monument de la famille Piperno, parce que c'est une famille toute entière qui a été décimée lors du bombardement. Voilà, moi je dois me rendre sur la tombe du frère de ma mère que je n'ai pas connu. Et je voudrais vraiment rendre un hommage à cet oncle. Tout à fait. Voilà. Écoutez, je pensais, je savais que j'avais un temps limité, qu'on pouvait pas. Oui. Non, mais c'est pas grave, c'était simplement pour être sûr. Écoute-moi, si tu as le nom, tu fais passer le nom de la personne de la tombe que tu recherches, on l'a fait passer à la gardienne, de façon à ce que quand on y sera, elle t'y mène directement. Voilà. Ah, très bien. Je vous l'envoie comment? Par là, tout de suite? Oui, par Loïka. Hein. Oui. Tu m'envoies, Nelly, le message et je le transmets à Jeanne. Moi, je vais le passer, comme ça, au moins, l'information passe. D'accord, merci beaucoup. Merci. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a d'autres questions de moi, je veux bien. Loïka, je voudrais bien prendre la parole. Oui, Monique, on t'écoute. Voilà. Lors de l'absence de Michel, à cause de la connexion Internet, j'avais fait une précision en tant qu'arabisante. Je voudrais préciser que le nom de Twence n'a jamais voulu dire arabe, mais tunisien. Donc, quand on parle des juifs Twence, ce sont les juifs tunisiens et non pas des juifs arabes. D'accord. Oui, parce que disons que dans le langage commun, on opposait les Grana aux judéo-arabes. Au Twence. Si on avait voulu parler de juifs arabes, on aurait dit l'Arabia. Ce ne sont pas des juifs arabes, nous sommes des Twence. Par ailleurs, Michel, vous avez tenu à préciser que les cimetières chrétiens étaient sous l'égide de l'ambassade et le cimetière juif sous l'égide de la communauté. Que fait la communauté quand on voit les images que vous avez présentées? Écoutez, ils ne font pas grand-chose. Ils n'avaient pas les moyens. Hein. Et c'est bien pour ça que nous, on s'y est mis, parce qu'on était désespérés. Écoutez, bon, je ne peux pas en dire trop, si vous voulez, mais nous, on était désespérés de cet abandon. Enfin, c'est pathétique. Parce que, si vous voulez, c'est donner aussi argument pour que le cimetière soit rasé, un abandon comme ça, si vous voulez. Donc, nous, on s'acharne à ce qu'au moins une partie soit préservée. La communauté ne fait pas grand-chose. La communauté se plaint, mais ne fait pas grand-chose. Et nous, on s'y est mis et on débloque des fonds pour ça, mais bon. Oui, Chantal, vous avez la parole. Puis voilà, il n'y a plus que des Djerbiens dans la communauté et ils ne sont pas très riches. Hein. Tout à fait. Dans le juif de Djerba, vous irez à Djerba? Oui, on y va. Vous verrez vous-même. Hein. C'est encore une autre histoire, Djerba. Mais ils ont leur cimetière qui est en mauvais état aussi. Mais oui. S'il vous plaît, oui, je peux parler? Oui. D'abord, je voulais vous féliciter pour votre reportage. Je ne sais pas de quand il date, mais je voudrais savoir s'il a… Quel reportage, excusez-moi? Non, enfin, ce commentaire que vous avez fait, je ne sais pas, vous avez été récemment au cimetière. Écoutez, le travail, on l'a fait il y a peut-être en 2014, comme ça. À la suite de ça, on a publié ce livre, le livre Le cimetière des Borgel de Tunis en 2016. En fait, on l'a publié avec les gens qui y ont travaillé, mais bien d'autres aussi. Enfin, d'autres ont fait des articles. Ma question est la suivante. Oui. Est-ce que ce cimetière n'est pas convoité par la municipalité locale qui voudrait récupérer le terrain? Évidemment. Et c'est pour ça que le laisser dépérir totalement, c'est faire le jeu de la ville de Tunis. Parce que vous verrez, quand vous irez à Tunis, il y a un énorme problème d'urbanisme. Et si ce cimetière est complètement comme ça, en si mauvais état et à l'abandon, c'est lui donner des arguments pour qu'il soit détruit.
Donc, voilà. Donc, c'est une lutte, vous savez, c'est une lutte. Oui, je sais. Je voulais aussi vous donner une hein. information. À la faculté des lettres de la Manouba aussi, Oui, vous savez qu'on enseigne l'hébreu. Mais tout à fait, voilà. Bien Il y sûr. a des musulmans qui apprennent l'hébreu parce qu'ils disent que c'est une langue sémite. Et donc, il y a une quarantaine d'élèves qui apprennent l'hébreu à la faculté des lettres de Tunis. Tout à fait. Et moi, je vous disais que l'article du livre sur les épitaphes a été écrit par Sonia Ben-Hadj Brahim, qui parle hébreu, arabe, hébreu ancien, hébreu moderne, et qui nous a fait les traductions et le décryptage des tombes. Bravo, très bien. Merci. Vous voyez, ça casse des mythes, hein, ça casse des mythes. Absolument. Et ça casse un courant politique aussi, parce que, attendez, tout ça, vous verrez, enfin, c'est quand même, c'est conflictuel aussi, hein, ne soyons pas. Mais c'est une lutte que certains mènent, dont le professeur Habib Kazagli, qui est professeur à la Manouba, justement. Enfin, qui était, maintenant il est retraité. Michel, j'avais une question. Merci. J'avais juste une petite question. Nous venons de faire un voyage au Maroc où nous avons pu visiter aussi des mausolées des saints qui ressemblent en quelque sorte aux mausolées que nous avons pu voir, que tu nous as montré. Est-ce que le culte aux saints serait équivalent en Tunisie et au Maroc, à ton avis? Oui, c'est la Iloula. Je ne crois pas. Alors, à Djerba, au mois de mai, il y a le pèlerinage de la Griba, où se rendent des Juifs du monde entier. Alors, c'est très étonnant, parce que normalement, par exemple, les avions israéliens n'ont pas le droit d'arriver en Tunisie, mais les gens se débrouillent pour y arriver. Donc, vous avez des pèlerins juifs tunisiens qui viennent et israéliens, y compris d'Israël, voilà. Mais là, on fait comme si on ne les voyait pas. Et des Juifs du monde entier. Donc, il y a un pèlerinage à la Griba, vous verrez des synagogues magnifiques, où viennent prier d'ailleurs Juifs et musulmans, chacun priant pour ses saints. Et en général, après ce pèlerinage, donc qui est en mai, moi j'y étais, les gens viennent à Tunis, au Borgel, pour se recueillir sur leur tombe. Donc on les voit arriver. Et ils viennent aussi parfois en pèlerinage sur la tombe de Haït Tayeb en décembre. Voilà. Non, mais il y en a beaucoup moins. Ah oui, alors pour le culte des saints, moi, à ma connaissance, il y en a beaucoup moins qu'au Maroc. Beaucoup moins qu'au Maroc. Il y a celui de Haït Tayeb, c'est sûr. C'est le seul que je connaisse, avec la Griba, quoi. Très bien. Ok. S'il n'y a pas d'autres questions, Chantal, vous avez encore... Il y a aussi Fragi amateur. Vous parlez là. Rabbi Fragi amateur aussi. Ah, je ne connais pas. Voilà, vous connaissez pas. Où oui, mais c'est comme ça, ok? Et réaction, tu fais une main, ça veut dire que... pardon, excusez-moi, on a été... Oui, est-ce que vous pouvez répéter, Chantal, s'il vous plaît? Alors, c'est Rabbi Fragi, amateur. C'est du côté de Béja, par là-bas. Ah, d'accord, un autre cimetière, alors. Oui, mais c'est un saint, enfin, c'est un... vous parliez... Chantal, c'est le pèlerinage de Testour. Ah, Testour, pardon. Ah. Je dois vous rappeler qu'en fait, en Tunisie, il y a deux ribes. Il y a la ribe du Kef, dont le pèlerinage se faisait toujours au mois de mai. Malheureusement, il n'y a plus de juifs au Kef, et donc il n'y a plus de pèlerinage. Mais en son temps, elle avait autant d'importance que la griba de Djerba. Ava et Julien, peut-être qu'un jour, ils s'intéresseront. Bon, à ma connaissance, je connais que celui de Djerba, hein, qui se prolonge après donc à Tunis. Sachez que la griba du Kef était très importante. Oui, non, mais je parlais, moi, des pèlerinages actuels, si vous voulez. Ah, actuels, il y a encore Testour. Il y a quelques familles qui se rendent à Testour à la période de Sukkot, pendant ce qu'on appelle Chol HaMoed, pour pèleriner. D'accord. C'est pas un week-end de la Toussaint, un truc comme ça? Ah non.
Testour, c'est à Soukhot. Bon. Ah, on n'a plus de son. Vous avez coupé le son. Voilà, donc je voulais juste rappeler aux auditeurs que Michel Fellous a édité un livre. Oui, tu l'avais. Lolita, il y a une question. Ah, pardon, j'ai coupé le son. Quelqu'un avait une question? Vas-y. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour. D'abord, je remercie Michel Fellous pour son exposé et les magnifiques photos qu'elle nous a présentées. En fait, j'ai une remarque et une question. La remarque, ma famille de ma mère est une famille Parienti qui est peut-être d'origine livournaise, mais mes grands-parents m'ont toujours dit qu'ils n'étaient pas livournais, c'est-à-dire qu'ils étaient installés depuis des dizaines et des siècles, peut-être en Tunisie, et donc il y avait un fond commun, et que cette opposition entre Touensa et Livournais n'existait pas vraiment dans la réalité, peut-être au niveau des gens qui voulaient gouverner, diriger ces communautés. Ça, c'est ma remarque. Alors, ma question. La Tunisie est gouvernée actuellement par Khaïd Saïed, et tout le monde sait que dans peu de temps, il va disparaître, parce qu'il y a une opposition très forte, aussi bien de Tunisiens que des Européens, que du monde entier, et dans peu de temps, c'est sans doute une coalition d'opposition avec des islamistes qui va prendre le pouvoir, avec les syndicalistes, etc. Or, ces gens-là sont opposés à l'existence d'un cimetière juif en plein centre de la ville. Leur local n'est pas loin. Est-ce que vous n'êtes pas inquiète pour l'avenir de notre cimetière? Moi, voilà, c'est la question que je vous pose. Oui. Alors, écoutez, on vient de parler d'histoire, mais on ne peut pas ne pas parler de l'actualité. Mais je voudrais quand même reprendre quelque chose à propos de votre mère, donc Parienti. Il me semble que, si j'entends ce que vous me dites, l'interprétation que je propose, qui me vient à l'esprit, c'est que, comme je vous disais, il y a eu deux émigrations de juifs italiens en Tunisie. Il y en a une au XVIIIe siècle, et ces Italiens-là se sont beaucoup mêlés aux autres juifs tunisiens, au Touensa. Et ils vivaient quasiment pareil. Et par opposition à ceux qui sont venus au XIXe siècle, qui eux étaient, en fait, vous savez, quand ils ont émigré, surtout ceux du XIXe siècle, c'était parce qu'on voulait, on a fait appel à eux parce qu'ils étaient connus comme étant de commerçants, comme étant très entreprenants, pour dynamiser l'économie de la Tunisie. Bon, et tout ça a été aussi pris dans des luttes d'influence entre les colonies anglaises, françaises, italiennes. Vous voyez, tout ça, nous, on est pris dans tout ça. Et cette émigration donc, au 19e, elle était complètement différente. Et ne leur dites pas qu'ils étaient juifs arabes. Hein, d'ailleurs, c'était une différence de classe. C'était une différence de culture, une différence de langue, une différence de classe. C'était deux classes sociales complètement différentes. Et ceux-là, par exemple, ne se mariaient pas. Enfin, c'était des mariages quasiment interdits avec des juifs arabes. Je suis une exception puisque ma mère vient de ce monde-là et mon père était juif arabe. Mais je peux vous dire que on le ressentait très fort à la maison parce qu'ils avaient vraiment deux cultures très différentes et c'était un couple très conflictuel. Vous voyez, donc c'est voilà. Maintenant, moi, je ne peux pas trop vous parler de la politique actuelle. J'entends très bien ce que vous dites, puisque, comme je vous dis, nous sommes liés avec Habib Kazlagli, qui est un syndicaliste éminent. Oui.
Et donc, il est au cœur de la tourmente. On se demande comment il arrive encore à faire tout ce qu'il fait, parce qu'il est bien connu, il ne se cache pas, il n'a pas une protection. Mais c'est sûr que dans tout le monde arabe, il y a, les islamistes sont là et guettent le pouvoir. Ceci dit, ils l'ont eu et ça n'a pas donné grand-chose. Hein. Donc, il y a eu aussi une preuve. Les Tunisiens sont assez ouverts, hein, comme gens. Vous voyez, la Tunisie est très ouverte quand même sur l'Occident, même s'il y a un courant islamiste très fort. Oui, c'est exact, mais on a appris récemment, par exemple, que le cimetière du Kef, au cimetière du Kef, toutes les pierres tombales ont été volées, disparues. Oui, aujourd'hui, c'est récent, c'est une information de cette semaine. Donc moi, je pense que il y a un danger très, très grave. Et malheureusement, il y a des mouvements populaires, des mouvements de foule ou des gens tout simplement pour leur propre intérêt, parce qu'en vendant du marbre, ça leur permet d'arrondir leur fin dans un pays où il y a beaucoup de misère. Je sais que le professeur Kazadji fait un travail considérable, c'est un de mes amis, mais je vous pose une question, par exemple, puisque vous êtes proche de lui, pourquoi n'y a-t-il pas à l'ancien cimetière de l'avenue Roustan une plaque indiquant que c'était un cimetière juif, même de la part de... Non, il m'a répondu, lui, il m'a dit non, aujourd'hui, c'est pas possible. Aujourd'hui, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Tunisie, il y a un danger très, très grave et qu'on n'est pas sûr de l'avenir de notre patrimoine. Je suis d'accord avec vous. La question, on a tous la même question, monsieur. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Alors, nous, chacun fait ce qu'il peut. Nous, on s'est attaché à ce cimetière, on essaie de sauvegarder au moins une partie, si vous voulez, mais vous verrez déjà, quand on rentre dans le cimetière, tout autour, ce sont des immeubles, et on voit, ils sont prêts à envahir. Alors, si tout est laissé à l'abandon, encore une fois, vous voyez, parce que les Juifs sont ici, mais c'est à nous à faire quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez? C'est nous la communauté. Hein? Ok, mais ce qu'on peut faire déjà, c'est ne plus parler de Juifs arabes. Je vais vous dire pourquoi. Parce que d'abord, le monde arabe et l'unité arabe, c'est un truc politique, c'est pas vous. Nous sommes des Juifs tunisiens, des Touansa ou des Livournais très attachés à la Tunisie. Nous sommes des Tunisiens. Donc pourquoi utiliser un terme qui n'a peut-être pas de sens sur le plan des collectivités, des sociétés. C'est un terme politique, d'accord? Mais nous sommes des Tunisiens, c'est-à-dire que le parler, vous le savez très bien, que la langue, le tunisois, est une langue qui est judéo-arabo-tunisienne, qui est fondée en 1000 ans de présence depuis la Hara et c'est ces Juifs qui ont joué, tunisiens ou livournais, qui ont joué un très gros rôle. Pourquoi les appeler arabes? Moi, j'étais à l'Ariana, je suis né à l'Ariana, on était des Tunisiens et ce qu'on appelait les Arabes, c'était un peu les gens qui s'opposaient à nous, c'était une erreur. Nous sommes des Tunisiens. Pourquoi dire qu'une personne est française si elle est bretonne? Il vaut mieux dire qu'elle est bretonne, ça a plus de sens. Il vaut mieux dire qu'elle est provençale. Moi, je n'ai rien à voir avec un juif libanais ou irakien, etc. Je suis tunisien, donc utilisez ce terme. Pourquoi cette réticence à utiliser ce terme? Je ne comprends pas. Je vous comprends. Non, quand j'ai parlé de juifs arabes, c'était pour les opposer aux juifs italiens. Et pourquoi je dis juifs arabes? Bon, moi, je ne vais pas pinailler là-dessus, parce que, vous voulez, moi j'ai souvenir de ma grand-mère, du côté de mon père. Elle était habillée avec des pantalons bouffants, elle avait un cheikh sur la tête, elle ne parlait qu'arabe. Et moi, mes parents ne l'ont pas appris là. Nos parents parlaient couramment arabe, mais ils ne nous l'ont pas appris. Et nous ne l'avons. Enfin, si je parle français, si je parle français, je ne suis pas français. Attendez. Encore une fois. Je parle arabe, je ne suis pas arabe. Les chrétiens libanais disent qu'ils sont phéniciens. Les chrétiens libanais ne veulent pas qu'on dise qu'ils sont des arabes. Ils parlent parfaitement l'arabe. C'est des gens qui parlent le français, l'arabe, l'anglais, etc. Mais ils disent nous ne sommes pas arabes, nous sommes phéniciens, nous sommes des descendants de. Les Iraniens aussi disent ne pas être arabes.
Écoutez, c'est une question sémantique, je vous l'accorde. Je voulais simplement opposer des Juifs qui étaient là depuis très longtemps, dont la langue était l'arabe, l'habillement était très proche, je vous ai montré la photo sur les tombes, le même goût de la musique orientale, le même goût enfin moi je ne sais pas, moi c'était l'Orient, enfin tout en étant juif. Mais je ne dis pas, bon, je vous accorde le mot si je ne veux pas faire... J'adore la musique arabe, mais je suis un juif tunisien. D'accord. Monsieur Parienti. C'est très clair. Demandez à Boujna, elle va vous expliquer. Monsieur Parienti, laissons de côté ça. Vous demandiez pourquoi votre nom ne serait pas Livournais. Non, mais vous avez raison, parce qu'il y a eu des Italiens qui sont des Juifs italiens qui sont venus en Tunisie depuis très longtemps. Et votre nom est italien. 17e siècle. Même avant, Michel, parce que tu as eu, lorsque les Juifs sont partis d'Israël et qui sont remontés, ils se sont arrêtés en Sicile et certains sont venus en Tunisie. Et donc, c'est beaucoup plus ancien, ça. D'accord. Ok, je pense qu'on va bientôt arrêter. Je voulais juste, Michel, te lire les derniers 2 commentaires. On peut dire à la rigueur la communauté juive arabisante et la communauté juive italianisante. Ok. Fin 19e siècle jusqu'à l'indépendance, les Juifs étaient protégés du consulat français. Pourquoi ce cimetière ne tombe pas sur la protection de l'ambassade de France comme le cimetière chrétien à côté? Mais il y a eu l'indépendance, la Tunisie est indépendante. Donc, c'est pas la France à s'en occuper. Ça appartient à la communauté juive. Il est propriété de la communauté juive. Vous comprenez? Excusez-moi, on a détruit le cimetière de l'avenue de Londres, qui était un cimetière qui appartenait à la communauté juive. Et depuis le Moyen-Âge, et ça a été un scandale. Donc, je ne vois pas pourquoi ils ne feraient pas la même chose avec le Borgel. Et malheureusement, moi, je serais comme Albert, je serais très pessimiste pour l'avenir. Parce que le président qu'on a maintenant est très dangereux et ceux qui viendront après, apparemment, c'est pire. Donc, je suis très, très pessimiste. On a nié notre existence pendant tellement longtemps. Voilà, je crois que c'est difficile. Maintenant, on ne peut que pleurer sur ce passé. Je dis encore un petit mot, si vous permettez. Je suis également pessimiste parce que quand vous parlez avec la communauté juive qui réduite à sa plus simple expression en Tunisie, et quand on leur parle de moderniser ou de remettre les tombes, disons, en bon état au cimetière, ils nous disent consacrez votre argent aux vivants et laissez les morts où ils sont. Quand on pense aux relations inexistantes et agressives des Tunisiens avec Israël, alors que tous ici, nous sommes très attachés à l'État d'Israël, il y a un fossé énorme qui nous sépare. C'est très difficile. La Tunisie fait partie de la Ligue arabe. Et à ce titre-là, il s'aligne sur la vision du monde arabe, si vous voulez. Bourguiba avait une autre vision au départ, puisqu'il voulait pas que les Juifs partent, il voulait faire un État-nation qui soit l'État de tous ses citoyens. Mais petit à petit, l'arabisation a gagné et nous sommes partis. Je crois qu'il a été très intelligent. Il a fait les choses par étapes. Il n'a jamais voulu l'intégration des Juifs dans la Tunisie. Je crois qu'il faut arrêter d'être naïf. Il faut arrêter de pense pas que quand même. Bon, en tout cas, malheureusement. Et maintenant, il y a énormément de jeunes juifs qui vivent et qui retournent en Tunisie, ce qui est une hérésie parce que malheureusement, on ne sera jamais admis dans notre pays. C'est notre pays. C'est dommage.
Moi, je dirais ce fut. Et il n'y a plus de juifs dans le monde arabe en général. Oui, ben, on a été renvoyés partout, de partout. Nous avons fui partout, de partout. Non, oui. on a fui parce qu'on a été renvoyés. Parce que si vous connaissez la constitution tunisienne, vous la connaissez sûrement, elle ne fait pas de place aux juifs. Elle ne fait pas de place à autre chose qu'aux musulmans. Voilà. Et alors, et nous, et les musulmans sont arrivés en Tunisie au 7e siècle. Et nous sommes arrivés nettement avant. Alors, partout, on nous renvoie. Peut-être de France bientôt. Alors, de toute façon, je ne sais pas quoi penser à l'avenir de la Tunisie. D'un côté, j'ai envie d'y aller. J'ai envie, parce que j'adore Loïka. Et on a fait des magnifiques voyages avec elle. Mais d'un autre côté, je crois que j'irai d'abord au Maroc, parce que le Maroc a montré quand même qu'il était capable de créer des liens avec Israël. Le jour où la Tunisie créera des liens avec Israël, je reverrai la question. Non, on ne se rend pas compte que ce n'est pas du tout le même rapport et la même situation. OK, les amis, merci, Madame Felou. Malheureusement, on doit s'arrêter là. Un grand merci encore à Michel. À bientôt. Désolée pour ces glitches techniques au milieu de la conférence. Merci pour la persévérance et à tout bientôt. Bonne soirée à tous. Merci. Et donc, à bientôt pour la prochaine conférence. C'est un magnifique voyage, quoi qu'il en soit. Merci, on vous racontera tout. Magnifique. Je te raconterai, Dina. Oui, je vais pleurer. Si tu me racontes, je vais pleurer. Je pleure déjà. On fera des photos. Je pleurais. OK. Bye bye. Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao, ciao.